savoir si on peut avoir l'exemple de comment Accor a intégré les réseaux sociaux sur le site web. Un exemple concret que je puisse... Ah ben je peux vous montrer la vidéo à ce moment-là. Donc on a vraiment fait ça. Si vous vous connectez, hein, après c'est tout simple, hein, vous vous connectez sur votre Accor Hôtel, pas forcément avec votre téléphone aujourd'hui, mais ça va venir justement. Donc sur le site, vous pouvez vous connecter avec votre identifiant, notamment Facebook, et vous avez la possibilité, vous avez un petit encart sur la page d'accueil ou de promotion, il me semble, où vous retrouvez l'ensemble de vos contacts et sur lequel vous pouvez échanger des informations. Et je vais vous montrer la petite vidéo. Et donc là, vraiment, on a mis en place ce qu'on appelle de l'Open Graph. C'est vraiment une intégration au niveau du site et via une API, on se connecte à la plateforme. Alors aujourd'hui, hein, pour rien vous cacher, c'est pas encore un gros succès. On a peu d'utilisateurs parce qu'on n'a pas non plus beaucoup communiqué dessus, je pense. Mais je pense qu'après, ça nous permet de voir techniquement la solution tient la route. Et après, c'est de voir comment on va pouvoir le développer et le pousser. Alors, la vidéo sur ce sujet-là. Tac. Donc voilà, vous voyez la page, de toute façon ici. Je vous montre après. Hop. Donc sur le film, on le voyait un petit peu, mais c'est vraiment au niveau du... Voilà, vous avez le site hein, quand vous allez sur un hôtel et vous avez vraiment cet Open Graph qui est ici. Un des avantages aussi, hein, c'est que par rapport à cette API et à cette plateforme, on est multi-réseaux sociaux. Donc pour l'instant, on n'a mis en place que Facebook, mais très rapidement, on peut l'ouvrir sur tout type de réseaux sociaux. Et à un seul endroit, vous allez avoir l'ensemble de vos réseaux sociaux. Donc ça, c'est quelque chose d'assez innovant. Et après, une fois qu'on a mis en place on va dire le socle, on a vraiment intégré les systèmes, voilà, après, on peut très rapidement ouvrir. Ça répond à votre question ? Oui, juste pour vous, Eric, une question. Est-ce que par rapport au groupe, l'innovation, elle est aussi en silo ou est-ce qu'il y a des interactions entre vous, par exemple, votre approche Justement, elle était assez en silo. Et justement, aujourd'hui, notamment le DSI m'a demandé de pouvoir justement casser un peu ces silos. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même les marques qui ont leur propre innovation. Donc comment remettre tout ça, donc mettre aussi une plateforme un peu plus collaborative entre les différents acteurs pour justement promouvoir cette innovation. Aujourd'hui, c'est aussi un fait, c'est que souvent les innovations, même parfois au niveau de l'hôtel, hein,
à ses propres contacts, la marque à ses propres contacts. Donc là, on va essayer. On est au début, hein, on a déjà fait des comités de gouvernance. Hein, après, c'est là où tout le process, la gouvernance est ultra important. J'ai très focalisé sur les systèmes, mais la gouvernance est importante. Mais oui, c'est un objectif. Si on veut vraiment bénéficier vraiment de la valeur ajoutée, il faut casser ces silos et avoir un modèle très clair de gouvernance. Et en Scandinavie, on commence à avoir des hôtels qui sont conçus par les utilisateurs ou les bénéficiaires. Est-ce que vous avez des expériences comme ça avec un espèce de co-design qui est fait par... Non, il y a eu quelques... alors, il y a eu quelques customisations, il y a eu quelques adaptations. Avec là, je parlais de la chambre Microsoft, hein, mais c'est vraiment des expérimentations. Oui, totalement des hôtels, non, il n'y a pas. Oui, bonjour. Pour casser les stylos, comment avez-vous conduit la transformation? Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confrontés? C'est vraiment pas simple. Hein. On y est encore. Hein. C'est renforcer. On va dire renforcer. Alors, tout n'est pas parfait. Hein. On n'est pas. Malheureusement, ça n'existe pas. Mais notamment pour le projet NDM, on a vraiment fait en sorte de communiquer. D'avoir aussi un sponsorship, hein, vraiment avoir un sponsorship important. Au niveau, là, je parle de l'IT. Et de communiquer, de mettre tout le monde dans la barque tout de suite. Et être très clair sur les jalons, avoir une approche aussi projet où on évitait de trop perturber, on va dire, les autres applications. Donc, d'avoir une démarche d'intégration. Et après, une fois que c'est intégré, de le faire un peu plus évoluer. Donc de minimiser les impacts dans les autres systèmes. Donc permettre des connexions, mais sans changer fonctionnellement l'ensemble comment dire. Je parle par exemple du call center. Aujourd'hui, ils avaient quand même une base propre, locale avec leurs clients. Donc on a dit, on n'a pas changé totalement les fonctionnalités des applications call center. On a simplement dit, l'information, vous allez la chercher maintenant dans notre base centrale. Et une fois, donc c'était une première étape. On n'a pas voulu faire un big bang de dire, vous venez et maintenant vous changez complètement vos fonctionnalités. Donc ils sont venus taper sur nos données, on va dire les données clients partagées. Autre étape, on a commencé à intégrer cette fiche client. C'est-à-dire que la fiche client telle qu'on voulait présenter, on l'a intégrée dans l'application. Mais on l'a vraiment fait par étapes. Donc c'est un peu le... Et puis communiquer, gouvernance... Voilà, c'est un des... Et sur le terrain, les équipes, comment sont-elles appropriées cette approche transverse ou basée sur le client et C'est pareil, c'est pas simple. Hein. Après, c'est du sponsorship, c'est du management, c'est des messages à faire passer. En plus, on va dire dans la problématique d'accord, on était dans une approche très outil custom. Donc avec vraiment de la connaissance forte en termes de développement d'applications, sur des approches un peu plus best of breed. Et les personnes ont l'impression de perdre leur connaissance. Donc c'est aussi de la conduite du changement au niveau des équipes. Hein. C'est pas simple. C'est pas simple. Pour compléter ce que vous disiez, c'est vraiment un souci, hein, parce qu'en fait, on voit que dans les budgets informatiques aujourd'hui et dans les budgets de projet, la partie conduite du changement, elle est vraiment toujours sous-estimée, en fait. Sous-estimée, ce qui fait qu'on se retrouve très vite, en fait, avec des systèmes dont l'appropriation, ça prend beaucoup de temps. Les systèmes aussi sont... Moi j'ai vu récemment un cas où le système a été lancé un peu trop vite, avec des problématiques de performance, et au bout d'un mois, en fait, ils ne l'utilisaient plus, alors que ça en sortait de 2 ans de projet. Et donc, du coup, ça veut dire que derrière, le réinvestissement en termes de conduite de changement, d'appropriation, doit être refait. Ce qu'on appelle des piqûres de rappel, mais encore une fois, c'est toujours sous-estimé. Et c'est dommage, en fait, parce qu'on investit beaucoup sur les projets, et finalement... et d'ailleurs, vous avez parlé tout à l'heure de vision, par exemple, client 360 degrés. La tendance, ce qu'on voit, c'est, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup trop d'informations aussi aujourd'hui dans les systèmes. Et notamment le fait que, par exemple, de déployer les systèmes sur les tablettes, sur les téléphones mobiles, nécessite une réflexion sur vraiment qu'est-ce qui est important et qu'est-ce que les gens qui utilisent les systèmes utilisent vraiment dans leur quotidien.
Et quand on mène cette réflexion-là, en réalité, on n'utilise que 20% des données qui sont disponibles, par exemple, sur une fiche client. Donc, en fait, ça ne sert à rien. Une fiche client, enfin, je ne sais pas pour vous, mais une fiche client en 360, de plus en plus, c'est quelque chose qui est intéressant en termes de data mining et d'exploitation des données, effectivement, des systèmes prédictifs, mais au quotidien, de manière opérationnelle, pour un vendeur des bancaires ou d'assurance, c'est pas forcément des informations qu'il exploite parce que tout simplement, il n'a pas le temps et il n'a pas la capacité lui-même d'analyse. Ce qui fait que les nouveaux devices nous permettent de mener des réflexions sur c'est quoi les 15-20% des informations qu'on va pousser vers le client, vers l'utilisateur pour qu'il les exploite vraiment au lieu d'avoir finalement une vision mais qu'il ne va pas véritablement exploiter. Après, c'est pas non plus anodin s'il y avait beaucoup de vidéos. C'est qu'on a fait beaucoup de vidéos aussi pour montrer, quelque part, montrer comment l'utiliser, montrer la valeur. Et ça fait vraiment partie aussi de l'appropriation. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup de vidéos. Mais j'ai pas tout montré. Okay. Can I ask it in English? I have a question. I was wondering if, because I noticed that you talked about Facebook likes a lot as a big part of your strategy. And I was wondering if, in the United States, where I'm from, if you were familiar with the federal government is suing Facebook for using Facebook likes because certain companies are taking those likes and using them in their advertising, and which is illegal. So I think there's a move afoot that something's going to start happening with the Facebook likes when it comes to companies using that in their advertising. And I was wondering if you were familiar with that at all over here. I can answer to that one. When we implement any functionality, we have a legal department and we work a lot on this kind of problem, this kind of stuff, this kind of problem. Also, it's not big part of the strategy. It's just we implement some element because we cannot, in your doesn't look to Facebook or social commerce because we need to have something. But the fact that we have an open graph on a connection to a platform, we can close very quickly. If we implement, if we develop and spend a lot of time inside the website and it's very part of the process, yeah, it can be difficult. Now we have just an API, so in case of any problem, we can just close the API, that's it. So it's also one of the benefits to integrate different technology because, as I said, the time market is moving and the technology is moving, maybe the legal situation moving also very fast. So we need to have the faculty just to, okay, open or close. Est-ce que dans le Silver Economy, les EHPAD sont complètement exclus ou vous avez juste focalisé sur les personnes où ils font partie? Les EHPAD? Oui, les personnes âgées qui sont dans les EHPAD et tout ça. Écoutez, c'est... en fait, on est parti vraiment des personnes très âgées et chaque jour, on s'en éloigne. En tout cas, on s'est dit qu'il faut arriver le plus en amont possible. Et, pour illustrer ça, aujourd'hui, on est en train de monter un programme pour... on est vraiment au début, mais pour des grands sportifs qui veulent se préparer aux Jeux Olympiques, où là, il y a des problématiques de familiales, de médico-sociales, médicales, etc. Mais bon, il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, si on s'adresse aux populations des EHPAD, ce sont des populations... Tout le monde sait ce que c'est une EHPAD? Un EHPAD, c'est un établissement hospitalier pour les personnes âgées dépendantes. Et donc, c'est l'endroit où les Français les plus âgés, les plus dépendants vont terminer leur vie aujourd'hui. Et c'est vraiment une population qui n'a pas eu ou eu peu de contact avec Internet et avec les nouvelles technologies. Et donc, on va dire, la population des EHPAD d'aujourd'hui n'est pas une cible. En revanche, le baby-boomer d'aujourd'hui qui ira dans un EHPAD demain, dont on ne connaît pas encore vraiment la configuration, mais bon, on est dans des projets avec Nexity ou en contact au cas avec Nexity, ICAD est un de nos actionnaires, et on voit un petit peu ce que vont devenir ces établissements. Là, oui, on est impliqué, mais on prend en compte ce que va être la dépendance et les moyens de la traiter dans 10 ou 20 ans. Voilà. Mais il y a des systèmes qui sont adaptés spécifiquement à des EHPAD, qui ressemblent un peu à des dispositifs au domicile, notamment autour de tout ce qui est lien social.
C'est-à-dire que typiquement, il y a des personnes qui ont monté des projets où ils vont dans les EHPAD et ils permettent aux personnes âgées d'appeler par Skype ou par d'autres systèmes leur entourage, leurs petits-enfants et tout ça. Mais donc il y a des systèmes qui sont spécifiquement adaptés aux EHPAD. Mais c'est vrai que ça sort un peu parce qu'une fois qu'on est à l'EHPAD, généralement on ne revient pas au domicile. En fait. J'avais une autre question pour Christophe également, concernant justement la plateforme et les activités annexes, le lien social que vous mentionnez. Dans quelle mesure, et par rapport aux différentes cibles, comment vous faites pour trouver des prestataires, ou est-ce que vous avez une activité qui consiste à justement alimenter la plateforme pour l'enrichir et la rendre attractive ? Alors, il y a deux choses. Les prestataires sont un élément de la plateforme. Nous, on est vraiment un éditeur de logiciels. Donc ça a été une question, hein. Et c'est vrai que quand on a regardé un peu ce que faisaient d'autres sociétés, beaucoup disaient « je suis fournisseur de technologie et j'organise aussi le service ». Et en termes de proposition de valeur, il y avait quand même un décalage où on ne sait plus quelle est la part de la technologie, quelle est la part du service. Et en tout cas, pour l'utilisateur final, ce qui sort de manière récurrente, c'est je paye beaucoup de technologie pour peu de services. Donc on s'est dit bon on va essayer de rendre sa place à la technologie, qui doit être mineure, de l'ordre de 5 à 10% du coût de la prestation finale. Sinon, on sort de là. Et puis rapidement, on s'est rendu compte que déjà être éditeur de logiciels, c'est beaucoup et qu'on ne peut pas aller plus loin. Et on est même, aujourd'hui en fait, donc la réponse c'est non, hein, mais aujourd'hui on se rend compte que quand on va adresser la filière des assureurs, celle des laboratoires pharmaceutiques, celle des territoires, qui sont 3 des principaux axes de commercialisation de Santec, on va peut-être même au-delà de notre rôle. Alors on est dans une phase d'expérimentation, de proof of concept, donc c'est nécessaire, mais très rapidement, notre volonté, c'est de même plus être en contact avec ces gens-là et de trouver ce qu'on appelle des VAR, hein, des Value Added Resellers, qui vont adresser eux-mêmes ces clientèles et organiser des solutions pour eux. Donc peut-être que ces gens-là auront une part de prestation de service. On commence d'ailleurs à l'entrevoir avec certains des clients qui commencent à jouer ce rôle, de nos clients qui commencent à jouer ce rôle. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment différencier le logiciel de la prestation de service, parce que ce sont 2 métiers totalement différents et on perdrait notre âme. Et donc, toute la difficulté, c'est donc de trouver le canal de distribution et d'opération qui va être pertinent pour permettre la diffusion de ce genre de technologie. Mais ça existe, parce qu'aujourd'hui, vous avez des... Comment ? Les assistants. Voilà, vous avez les assisteurs qui voient un intérêt réel à changer de leur métier de téléassisteur à télépréventionniste, ou je ne sais pas comment ils l'appelleront. Ils trouveront certainement des meilleurs mots que moi. Il y a également des associations comme l'ADMR, l'UNA, qui sont complètement déployées sur l'ensemble du territoire et qui ont des dizaines de milliers de prestataires payés salariés et donc qui peuvent opérer les solutions et qui commencent à s'intéresser aux solutions informatiques qui vont leur permettre d'être plus performants. Quand on parle à des laboratoires pharmaceutiques, ils voient l'intérêt d'ajouter du service à du médicament. Alors en France, c'est très régulé, très compliqué, mais quand on travaille avec Sanofi, pays émergents, ils ont déjà des infrastructures sur le terrain qui permettent d'accompagner l'utilisation du médicament. Et si on va chez les assureurs, ils ont derrière les courtiers, il y a toutes les agences qui ont pignon sur rue et qui peuvent assurer un certain nombre de services. Donc ça ne veut pas dire que c'est fait, mais il y a aujourd'hui des acteurs qui se mettent dans la configuration d'intégrer dans leur quotidien les outils qu'on est en train de concevoir pour eux. Et j'espère que ça ira jusqu'au bout et qu'on pourra rester un petit éditeur de logiciels sur notre petit cœur de métier. Merci. Question sur le Silver Economy, la solvabilité de tout ça pour Santec. Pour Santec, c'est justement c'est une très bonne question, parce que quand on parle de la solvabilité de la Silver Economy, j'ai pas forcément la réponse, ou je peux vous dire aujourd'hui on dépense 40 milliards d'euros pour assurer le bien-être des personnes dépendantes et c'est une somme qui aujourd'hui est divisée pour un peu plus d'1 million de personnes, et puis demain pour 2, puis après 3, puis 4, et à un moment ça n'ira plus. Mais moi, mes clients, c'est pas le client final, comme j'expliquais tout à l'heure, ce sont les territoires, ce sont des prestataires de services qui eux sont solvables et qui nous payent. Donc on développe pour eux les applications
charge à eux de les rentabiliser. Et charge à nous, surtout, de faire en sorte que le coût de la technologie soit le plus faible possible, donc qu'il y ait une diffusion le plus large possible, puisque notre investissement, s'il est d'1 million d'euros et qu'il est utilisé par 10 000 personnes, eh ben, ça va faire quelque chose comme 100 euros, je crois. Et si c'est utilisé par 100 000, ce sera 10. Donc voilà, mais aujourd'hui, le modèle économique de Sentech, c'est un modèle d'une boîte vraiment résolument orientée vers l'innovation d'usage. Et le modèle économique de ce type de société, j'en ai déjà créé 4 ou 5 dans des secteurs différents, le rich media mobile, l'Internet, le marketing direct, etc. C'est de faire du prototypage, et donc on vend de la journée homme à ce stade pour passer ensuite à une phase d'industrialisation, où là c'est du logiciel. Après, en termes de financement de la cyberéconomie, donc il y a il y a deux choses. Il y a comment financer finalement les projets comme Sentech ou les gens qui vont investir. Donc là, il y a un certain nombre de fonds d'investissement qui sont en train d'être mis en place et qui vont permettre le financement, on va dire, côté l'offre. Après, sur le solvabilisation de la demande, aujourd'hui, ce qu'on constate, et Christophe l'a évoqué un peu, c'est qu'il y a déjà beaucoup d'argent qui est mis sur la table. Et en fait, nous, les analyses qu'on fait, c'est que l'argent, il est quand même très mal utilisé. Quand vous mettez de l'argent, il y a plus de 8 000 euros par personne dépendante aujourd'hui qui est dépensé par l'État. Et c'est beaucoup. Et c'est l'argent qui est mal utilisé, dont on pourrait optimiser l'utilisation. Et j'ai évoqué tout à l'heure aussi le problème de participation des personnes âgées au financement de leur dépendance grâce à leur patrimoine. Et c'est, moi, je pense que c'est... Mais ça va arriver. Voilà. Non, mais c'est inévitable. On peut se dire ce qu'on veut, mais c'est pas à l'État de tout payer. L'État ne va pas tout payer parce que l'État est en faillite. Donc, du coup, il va falloir que les personnes participent elles-mêmes au financement de leur propre dépendance et pas uniquement faire reposer sur la société. Voilà. Ah oui, d'accord. Ouais, pardon. Pour terminer la réponse à votre question, Sentech, c'est une start-up, hein, donc bien évidemment, c'est pas avec le chiffre d'affaires qu'on réalise qu'on finance l'ensemble de nos coûts. Donc je finalise, j'ai levé de fonds en ce moment. Et s'il y a des business angels qui sont intéressés, vous êtes les bienvenus. Voilà. Bonjour. Puisqu'on parle finance, j'avais une question par rapport à Accor. En termes de retour sur investissement de toutes les implémentations qui sont faites au niveau des SI, est-ce que vous le mesurez? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que ça donne? Et également, en termes de rapidité, on voit que ça bouge beaucoup, qu'il faut que ça soit modulaire, scalable, etc. Vous avez dit que ça coûtait beaucoup d'argent d'insérer des services. Comment c'est géré justement au niveau du calcul du retour sur investissement, puisqu'on fait des investissements et sur des SI qui vont être amenés à changer très rapidement au fur et à mesure des évolutions. Donc comment tout ça est géré? Oui, je vais répondre. Alors, pour ces gros projets, on fait bien sûr un business model à 5 ans. Donc, et après, on essaie de le mesurer. Alors, c'est là où la mesure, il y a des choses qu'on sait. Par exemple, je prends l'exemple de l'aspect personnalisation. On a mis, on va dire, 6 mois à vraiment réussir à bien mesurer. Là, je vous parlais de chiffres à 2 digits, à plus de 50% de clics supplémentaires. Donc après, le retour sur investissement, c'est de dire, voilà, avec un taux de conversion on va dire avant de... je ne vais pas vous donner tous les détails, mais voilà, le nombre de conversions supplémentaires, ça nous permet un peu d'avoir un peu cette idée de retour sur investissement. Mais c'est toujours des sujets très complexes. On va dire, avant le projet, on a toujours des beaux business models. Le suivi, il se fait. Mais sur ce genre de thématique où c'est vraiment une volonté entreprise, de dire on y va, on met les fonds nécessaires pour y aller. Toujours, on a quand même validation du budget, bien sûr, avant d'y aller, et on respecte ces investissements. Après, c'est la mesure où c'est parfois un peu plus délicat, ça prend un peu plus de temps. Mais c'est quand même... ça se fait, ça se fait. Et là, on va justement commencer à communiquer, nous aussi, un peu plus en interne, puisque c'est un projet quand même assez récent, parce qu'on a mis en place ça il y a moins d'1 an. Donc là, on commence à avoir des chiffres concrets qu'on va communiquer, notamment en interne. Mais oui, on ne part pas en se disant, on y va, on verra bien ce qui se passe. Non, c'est quand même très borné. En plus, là, Accor,
fait quand même très attention aux finances, on va dire, aussi dans un contexte économique qui n'est pas facile. Donc on a des validations et on n'a pas de budget, on va dire, additionnel. Donc on a un suivi quand même très précis du budget par rapport à ce genre de problématiques. Ça nécessite aussi un mode, on va dire, sur ces projets-là, on s'engage souvent avec des intégrateurs en mode forfait. Donc c'est aussi un des aspects, c'est qu'on essaye vraiment de bien blinder le périmètre, d'avoir des engagements avec des intégrateurs au forfait pour quand même avoir une meilleure maîtrise des coûts. Vous arrivez typiquement à mesurer l'impact de l'audience sur les réseaux sociaux Oui. en termes de Oui. chiffre d'affaires. On le suit. Aujourd'hui, si je parle de la personnalisation, on a mis en place des traces pour voir, à partir du moment où l'internaute clique sur l'offre, est-ce que cette offre déjà est cliquée, donc le pourcentage de clics additionnel, et la concrétisation jusqu'à la réservation. Donc c'est des choses aussi, ça fait partie de la mise en place du projet. Ce n'est pas le premier point, le point de focus majeur, mais c'est des choses qui ont été mises en place et qui sont suivies. Donc là, on va dire, le premier pilote, c'était plutôt un pilote technique sur la personnalisation. On a eu un pilote technique en mars l'année dernière pour voir si la solution techniquement était viable. On l'a augmenté par rapport aux différents canaux. Et là, depuis 2 mois, on a affiné justement ces mesures pour commencer à ressortir des chiffres. Donc oui, on a fait aussi des panels groupes. Là, on va mettre en place, à partir de notre release de fin mai, sur une page web, 3 offres, concrètement. Une offre qui était poussée comme d'habitude, c'est-à-dire une offre quasiment fixe. Une offre qui est calculée en fonction du module auto-apprenant. Et une offre, mais via le module, et une offre qui est calculée par le module, mais en fonction de règles que Accor a voulu mettre en place. Donc on pourra vraiment faire un panel groupe, et là on va vraiment pouvoir comparer la différence de clics au sein d'une même page, parce qu'après il y a toujours des... Voilà, est-ce que la page est vraiment visible ou pas visible? Donc là on va essayer d'affiner maintenant ces mesures. Mais on n'a pas de budget, je vous rassure, un budget illimité. Voilà, et c'est pour ça aussi que c'est des projets quand même assez courts en mise en œuvre. Ça permet aussi de maîtriser le dérapage budgétaire, d'avoir des résultats très concrets tout de suite. Quel est le retour de transformation par rapport à... Alors, je ne vais pas vous donner... Aujourd'hui, globalement, on constate qu'en termes de clics, on est à plus de 50%. C'est même un peu plus, mais il faut qu'on... Non, pas la transformation. C'est-à-dire par rapport à une offre, on a fait un panel groupe, une offre, le taux de clic augmente de 50% sur les offres qui sont présentées. C'est le taux de clic, déjà. Après, la transformation, je ne peux pas vous donner tous les chiffres parce que c'est quand même assez... Ce qui est intéressant, c'est de dire, est-ce que par les plateformes sociales... Là, je ne parle pas de la plateforme sociale. Là, je parle vraiment de l'exposition, de la personnalisation. La plateforme sociale, aujourd'hui, non, on n'a pas beaucoup de retours. Non, ça, c'est très difficile. Les seules choses qu'on mesure, c'est le nombre de personnes qui se sont connectées pour faire partie, le nombre de personnes qui ont poussé des recommandations, c'est tout. Après, côté social, on n'aura, à mon sens, à date, pas forcément moyen de savoir que c'est via le réseau social qu'on a pu concrétiser une offre. Ça, j'y crois pas. Là, le réseau social, c'est plutôt vraiment, on va dire, c'est plutôt de l'exposition, c'est pour attirer on va dire, plutôt du trafic, plutôt de concrétiser un acte d'achat. Exactement. Exactement. Peut-être juste pour compléter, dans les services, quand on travaille sur l'optimisation des services, on ne touche pas uniquement à des systèmes d'information, on modifie le process en lui-même. Ce qui fait que le retour sur investissement, il est à condition d'avoir une idée des coûts avant, parce que c'est ça qui pose problème aussi, c'est que quand on calcule le coût d'investissement, le retour sur investissement, c'est qu'il faudrait qu'on ait une idée de ce que ça coûtait avant et ce que ça coûte après. Donc ça, c'est pas toujours évident d'avoir ce type d'information. Après, en fait, tout dépend de type de projet. Nous, ce qu'on dit à nos clients, c'est que, je pense que vous l'avez évoqué, vous avez parlé des projets de moins de 9 mois, moi je dirais même moins de 6 mois. C'est-à-dire que je pense que le temps des grands projets sur 2-3 ans est complètement dépassé. Donc on est vraiment sur de l'agilité, sur des petits projets sur lesquels on est capable de réajuster très vite les choses pour justement améliorer l'efficacité. Après, moi récemment j'ai fait un projet où on a déployé une application de vente sur des tablettes. Il y a des choses qui sont mesurables, c'est-à-dire que typiquement on a réussi à améliorer le taux de transformation et le fait que tous les commerciaux respectent les mêmes process alors qu'avant ils ne le faisaient pas.
On a fait un retour sur investissement dans le sens où, à partir du moment où les données sont saisies sur la tablette, donc il n'y a plus de ressaisie au back-office, les informations sont directement injectées dans les systèmes d'information. Donc on a fait des gains à la fois en termes de taux de concrétisation, donc taux de transformation, mais aussi en termes de coûts de back-office. Mais après, il y a des projets sur lesquels... par exemple, gestion des réclamations, il n'y a pas de retour sur investissement immédiat, parce que quand on met en place un système d'information pour la gestion des réclamations, après, ce qui est rigolo, c'est que vous avez parlé des solutions SaaS. Récemment, on a fait un projet autour de gestion des réclamations sur la base d'une solution SaaS, donc un logiciel en mode SaaS. L'intégration a coûté moins cher que l'étude de faisabilité pour faire le projet sur le système actuel. Donc en fait, il y a énormément de coûts. Informatique, ça coûte très cher. Et aujourd'hui, tout ce qui est un peu cloud, ça, c'est tout ça, c'est une vraie révolution sur un certain nombre de projets. Ce n'est pas adapté forcément à tous les projets, mais sur des petits projets ou des petites innovations, c'est intéressant de le faire. Voilà, mais encore une fois, l'intégration a coûté moins cher que l'étude de faisabilité pour le faire sur le système actuel. Hein. Et ils l'ont fait quand même. Hein. Oui, moi je voulais savoir si cette optimisation des services axée sur la personnalisation du client engendre de nouvelles problématiques juridiques. Quelles sont les relations que vous entretenez avec vos juristes? Je pense que vous avez des niveaux d'intervention un petit peu différents selon vos trois intervenants. Voilà. Est-ce que c'est la sécurisation des données? Est-ce que c'est la performance, la réversibilité? Ça m'intéresse de voir un peu comment vous fonctionnez avec vos équipes juridiques. Alors, côté accord, aujourd'hui, je les vois quasiment toutes les semaines, pratiquement. On se voit énormément au lancement des projets, parce qu'il y a toutes les déclarations vis-à-vis de la CNIL et autres. Donc ils font partie, on va dire, on a deux juristes qui sont dédiés vraiment côté IT. Et moi, qui ai surtout des projets qui ont trait aux clients, je suis en constante interaction avec elles. Donc non, c'est un point incontournable. Et après, ça n'empêche pas quand même d'avoir des problèmes juridiques. Ça arrive tout le temps, donc après, on les règle. Mais surtout au démarrage des projets, on s'assure avant de lancer le projet qu'on a un go juridique. Ils sont associés en amont. Ah oui, ils sont associés en amont. C'est-à-dire qu'on ne lance pas un projet si le juridique n'a pas été mis dans la boucle avant. Parce que, voilà. Donc oui, ils sont bien mis en amont. C'est pour ça que là, vraiment, au lancement des projets, surtout sur de grands projets comme ça, tout de suite, ils sont là. Et si dans la partie contractualisation du projet, même avec un intégrateur aussi au forfait, on travaille main dans la main. Et s'il y a un problème, on a un no-go du projet. Donc oui, ils sont associés vraiment en amont. Oui, c'est très compliqué. Alors moi, je suis plutôt dans la position d'intégrateur, donc du coup, vis-à-vis des clients, oui, c'est toujours très compliqué, notamment avec cette évolution cloud SaaS, parce qu'en fait, on se retrouve avec des solutions dont les données ne sont plus hébergées par les clients lui-même, mais qui sont hébergées aux États-Unis, à Singapour, ailleurs. Donc du coup, effectivement, énormément de questions autour de ça, bien évidemment, des questions aussi autour de quelles sont les informations qu'on a le droit de récupérer sur les réseaux sociaux vis-à-vis des clients. Finalement, qu'est-ce qu'on a le droit d'intégrer dans les systèmes? Est-ce que les clients sont au courant ou pas? Récemment, je parlais des réclamations, on avait fait un exercice pour un assureur d'aller chercher les informations sur tout ce qui se dit sur lui dans les réseaux sociaux, dans les blogs et tout ça. D'aller puiser l'information, mais franchement, ce qu'on allait faire avec, c'était pas évident en termes juridiques. Est-ce qu'on l'intègre dans nos systèmes? Est-ce qu'on l'exploite? C'est pas évident. Alors qu'on a la capacité technique de le faire. Hein. C'est une question qui se pose tous les jours. Ah, c'est tous les jours. Donc du coup, c'est une vraie problématique, notamment dans le secteur public aussi, parce qu'il y a de plus en plus de projets secteur public. Mais moi, je mets quand même un bémol aujourd'hui, parce que par exemple sur la silver economy et sur un peu dans le domaine social et médical, socio-médical, aujourd'hui, les informations, par exemple, tout le monde partage les informations justement parce qu'il n'y a pas de système d'information. Et tout le monde accède aussi à des informations auxquelles il n'est pas censé accéder. Ce qui fait que quand on arrive en essayant de moderniser, bien évidemment, on se pose ces questions-là, mais la réalité est qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes qui accèdent à des données médicales alors qu'elles ne sont pas censées le faire parce que le domaine n'est pas structuré. Donc il y a cette problématique-là aussi. Et oui. Nous, on n'a pas une équipe de juristes, malheureusement, mais on a recours à un certain nombre de juristes. Et je vais vous donner un exemple. Je crois que c'est à peu près il y a un an,
la CNAM a annoncé qu'ils allaient dématérialiser la circulation de l'ordonnance entre le médecin et la pharmacie d'officine. Pour ce faire, il y a eu un gros travail juridique réalisé entre l'ordre des médecins, entre l'ordre des pharmaciens, la CNAM, etc. C'était très complexe. C'était vraiment l'achèvement de longues années de tractation de travail. Et ils ont à peine ça mis en place que la CNIL est arrivée en disant vous ne respectez pas les données personnelles, donc arrêtez tout. Et donc ça s'est arrêté, où il y a eu des adaptations. Ils ont quand même pris des petits arrangements entre eux. Mais tout ça pour dire que c'est extrêmement complexe parce qu'il y a un cadre juridique, il y a un cadre éthique contrôlé par les ordres des pharmaciens, des médecins, etc., avec un corporatisme très très exacerbé dans notre pays, qui est en plus renforcé par le fait qu'une grosse partie, la proportion de médecins à l'Assemblée nationale est très importante, et donc ça rend les choses très compliquées. Et effectivement, la CNIL en France, et on va dire, c'est une des les plus attentives à ce qui se fait dans le domaine des données personnelles en Europe, même s'il y a quand même beaucoup de similitudes avec ce qui se passe en Allemagne ou dans les pays anglo-saxons. Donc voilà, donc tout ça, c'est un champ de contraintes très important qui fait que on doit en tenir compte. Le champ des possibles en est bien évidemment extrêmement réduit, et pour plusieurs raisons, hein, parce qu'il y a peu de choses qu'on peut faire. Et puis au-delà de ça, il y a aussi ce qu'on appelle le marquage CE, notamment dès que le dispositif est à caractère médical. Il faut passer entre les fourches codines d'un questionnaire extrêmement complexe pour répondre à un certain nombre de normes, de règles, etc. Et une fois que le dispositif a ce marquage CE, il ne doit plus bouger. Et comme on l'a dit, l'avenir du système d'information de la santé, c'est des interconnexions. C'est-à-dire qu'on doit tous bouger en même temps pour que ce soit possible. Donc c'est pas possible. Donc il y a évidemment un gros travail à réaliser de la part du législateur pour prendre en compte l'évolution de demain et permettre l'innovation. Entre-temps, il y aura des vides juridiques réguliers qui vont poser problème, dont on parlera certainement, et voilà, et qui feront le bonheur des juristes notamment. Mais c'est aussi la raison pour laquelle me cantonner à mon rôle d'éditeur de logiciels, être au courant des problématiques, ça me va très bien, parce que j'ai pas envie que les problèmes, que nos politiques ne savent pas régler, deviennent les miens au quotidien. Voilà. On va juste prendre la dernière question. Merci. Merci pour vos présentations. Donc Bernard Monnier, je voudrais aborder justement le problème du cloud computing. Donc c'était un petit peu un lien avec un petit peu la question précédente, parce que c'est souvent un frein énorme, la partie juridique par rapport à ça. Et je m'intéresse un petit peu à comment peut-on, je pense que ça risque d'être une révolution un petit peu dans le domaine des SI, mais comment peut-on faire pour vendre un petit peu une solution à base de cloud computing à des gens, à des responsables SI, que je ne suis pas, mais qui sont relativement réfractaires à ce genre de choses, en général, ou assez souvent, pour plein de raisons, mais bonnes ou mauvaises. Mais simplement se dire est-ce que derrière les solutions que vous avez présentées, il y a du cloud derrière ? Parce que ça n'a pas été dit, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles l'introduction du cloud est difficile. C'est parce qu'on ne l'avoue pas toujours, pour ne pas faire peur aux gens. Et donc, en fait, moi, j'ai essayé de constituer un groupe de quelques personnes motivées là-dedans. Donc, si des gens sont intéressés par cette problématique, pour définir un petit peu les problématiques qui sont, dont les SI doivent faire face, et voir si, effectivement, le cloud est réellement une solution ou pas, parce que moi, je suis en toute objectivité, et se dire, faire un petit peu un point en disant, oui, ça peut être efficace ou non, quels sont les freins, quels sont les avantages, etc. Donc, moi, je suis très intéressé par ce genre de choses. Alors, je peux répondre pour ma partie. Cet aspect, ce qu'il y a derrière l'Open Graph, oui, c'est du cloud, c'est du SaaS. On a mis aussi en place, je ne vous ai pas présenté, du Salesforce pour les vendeurs. Donc du Salesforce. Et dans le Salesforce, on a fait des mash-up de certains de nos systèmes. Et on a mis le projet en place en 6 mois. Donc oui, on a des applications en cloud. Il y a 2 ans, il n'y en avait pas, clairement. On voit quand même que l'aspect cloud est quand même de plus en plus quand même sécurisé. C'est que nous, avant de choisir une solution, au-delà des problématiques juridiques, mais c'est pareil, là ça commence aussi un peu à je pense, on y voit plus clair parce qu'on devient un peu plus mature sur ces sujets-là. On fait des audits de sécurité aussi,
et avec souvent les éditeurs aussi, parfois, alors c'est pas toujours facile, mais acceptent. De toute façon, c'est partie du contrat, sinon on ne part pas sur la solution. Donc on a quand même des règles très définies en termes de notions de sécurité qui sont attendues par accord. On fait des audits, on propose en termes de sécurité, on publie ce résultat de l'audit et ils prennent en compte, pour l'instant ils ont toujours pris en compte nos remarques. Donc pour justement améliorer aussi la sécurité, puisque ce que nous on peut avoir comme problématique, les autres éditeurs en mode SaaS l'ont aussi. Donc on a quand même nous choisi une stratégie où, par exemple, Salesforce a son propre hébergement. On n'a pas choisi une solution, un éditeur, une solution de hosting, et on essaie de faire fonctionner les deux en même temps. Souvent, on prend un package homogène. Ça facilite aussi un peu la mise en œuvre. Donc les freins, on va dire, les freins étaient effectivement juridiques, ça commence à aller mieux. Les freins sur la sécurité, mais c'est pareil, je pense qu'ils ont quand même beaucoup vraiment évolué sur ce sujet-là. Donc il faut quand même mettre que côté IT, on mette un tampon pour dire oui, c'est OK. Le réel gain, et pourquoi on commence à regarder de plus en plus, c'est la rapidité. Aujourd'hui, quand on commence un nouveau système, si vous devez commencer à dimensionner votre infra, commencer à acheter les serveurs, les installer, en plus on a des problèmes de place, on n'avait plus de place pour héberger nos serveurs, il fallait bien trouver des solutions. Donc là c'est ultra rapide, on n'a plus cette problématique-là déjà. On peut se concentrer plutôt justement sur l'intégration et non pas sur cette problématique de commande de l'infra, dimensionnement de l'infra. Autre avantage qui a fait pencher la balance, déjà on est un peu plus mature aussi sur le sujet, maintenant ça commence quand même, c'est incontournable je pense. Et c'est aussi pour absorber les pics, les montées en charge. Aujourd'hui, si on fait une commande d'achat de serveurs, on les installe et puis on se dit zut, on a oublié cette partie-là, zut, c'est sous-dimensionné, les perfs sont pas au rendez-vous, on ne se pose pas de questions là. C'est packagé. Donc ça c'est vraiment un atout et en tout cas notre DSI a été vraiment sensible à tout ça. Donc les mentalités changent, je pense quand même. Depuis un an, c'est ma perception. Ouais. Non, mais en fait, juste pour préciser, en fait, la révolution, c'est pas tellement le cloud, c'est-à-dire le fait d'héberger à distance, c'est le fait d'avoir des logiciels qui tournent en mode SaaS, donc en mode cloud. En fait, c'est les deux. C'est pas parce qu'il y a énormément de sociétés qui ont déjà complètement virtualisé leur infrastructure informatique, ce qui fait qu'on est déjà dans les clouds. Donc la révolution, c'est le fait de s'appuyer sur des solutions logicielles, Salesforce, Oracle, Microsoft Dynamics, autres, qui offrent à la fois de l'hébergement. Donc pour c'est vraiment c'est un travail pédagogique en fait qu'on fait nous auprès des DSI, sachant que c'est toujours le client qui décide, donc on présente les avantages et inconvénients des deux solutions. Ce qui se passe généralement, c'est qu'on commence par un petit projet sur un périmètre qui n'est pas cœur de métier, pour voir un peu comment ça marche, comment ça tourne, sachant que très vite on s'aperçoit que les infrastructures et les solutions cloud sont plus performantes que ce que les systèmes d'information en prémisse, en termes de disponibilité, en termes de sécurité, parce que tout simplement pour des gens comme Salesforce ou Oracle ou Microsoft, s'ils ne sont pas performants, ils sont morts. Leur crédibilité repose sur le fait que la plateforme soit disponible quasiment à 100%, que les temps de réponse soient conformes, ce qui fait qu'ils ne pourraient pas survivre, et donc en soi, ils sont plus performants finalement que les DSI internes. Après, le vrai gain, pour moi, c'est la rapidité des projets. Moi aujourd'hui, quasiment tous les projets, je les fais comme ça. Parce que, encore une fois, on va gagner un temps fou, et même si on s'est trompé, on s'est trompé de 3 mois, on va réajuster, on va faire autrement, on va réadapter, mais encore une fois, on n'est pas sur des projets lourds où le DSI, finalement, ça va leur ajouter, vous l'avez évoqué, devient la problématique d'intégration, d'architecture, d'alignement SI, ce qu'on appelle nous l'urbanisation alignement SI, et plus la problématique de combien de serveurs, etc. Il n'a aucune valeur ajoutée sur le sujet, alors qu'on peut le faire. Mais encore une fois, ça va prendre du temps, et aujourd'hui, on est plutôt sur des systèmes annexes, pas sur des systèmes cœur de métier, sachant que même dans le secteur financier, un certain nombre de sociétés commencent à prendre des solutions SaaS sur cœur de métier CRM, pas les back-office, cœur de métier CRM. Donc voilà, ça prend du temps. Il y a aussi un point, ça permettra de répondre à la question de tout à l'heure, il y a aussi l'aspect financier, budget. C'est que vous, en mode SaaS, vous définissez quand même un nombre, c'est surtout un coût à l'utilisateur, la plupart du temps. Donc ça vous permet aussi d'avoir de bien sizer le coût que vous projetez dans un business model à 5 ans. Donc à pouvant augmenter, alors baisser
c'est assez rare, c'est quand même plus compliqué à négocier. Mais voilà, vous pouvez vous donner une certaine flexibilité en termes d'utilisateurs. Super. Merci beaucoup. Merci.